le monde. Ravi d'être là. En plus, c'est l'Happy Hour 63, quoi. Et ça, c'est trop cool. Ce soir, je vais vous parler d'un truc, ça s'appelle Meshtastic. Ça tourne sur des petites bestioles comme ça. Je vais y revenir. Meshtastic, ça a deux choses en fait. Ça va à la fois parler de mesh, réseau mesh. Donc, si vous aimez un peu le réseau, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais je vais repréciser. Et puis, ça utilise LoRa, qui est une techno. Si vous m'avez déjà écouté ici, il y a des chances qu'avec un peu de chance, vous ayez entendu parler de LoRa, parce que ça fait partie un peu de mes chouchous. Donc, on va essayer de parler de ces deux technos pour comprendre à quoi ça peut servir tout ça. L'idée, c'est de construire un réseau de communication, mais un réseau un petit peu particulier. C'est un réseau qui va être un réseau mesh. Et un réseau mesh, c'est un réseau qui fonctionne sans infrastructure. Alors des réseaux mesh, il y en a sur Wi-Fi, par exemple. Ça permet d'étendre un peu le réseau dans sa maison. Il y en a aussi sur Bluetooth. C'est assez pratique dans le monde industriel. Mais là, on parle de réseau LoRa. Alors réseau LoRa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que LoRa, LoRa, c'est une technologie de communication qui a une petite particularité. C'est qu'elle permet de communiquer très loin avec très peu d'énergie. Voilà. Alors contrairement à Wi-Fi qui permet de communiquer très près, genre 15 mètres, avec un débit qui est très élevé, LoRa, ça va permettre de communiquer à genre 15 km, voire plus, voire 80 km, avec une énergie qui est très réduite, genre quelques milliwatts, donc une longue autonomie, mais par contre à un débit qui est plutôt vachement réduit, genre quelques centaines de bits par seconde pour communiquer. Alors pour faire ça, ça utilise ce qu'on appelle des chirps, c'est ce qu'on voit ici, c'est en gros des émissions sur des bandes de fréquences un petit peu larges qui vont monter et descendre dans la fréquence, et avec ça on va coder des bits et on va transférer de l'information. Donc ça c'est pour la base, c'est pour le concept de LoRa. Quand je parle de communiquer un petit peu loin avec LoRa, ça c'est un exemple de ce que j'ai fait il y a maintenant pratiquement 10 ans sur Clermont avec une seule antenne qui est posée sur Chanturgue, et tous les points qu'on voit, c'est des points sur lesquels je me suis promené avec un objet où il y avait de la couverture. Donc là, ce qui nous limite sur Clermont en termes de distance, c'est surtout le relief ici, qui fait que la radio passe pas les montagnes, malheureusement, et puis les endroits où je ne suis pas allé aussi. Mais grosso modo, on est facilement sur une dizaine de kilomètres avec une antenne pas spécialement bien placée, mais quand même pas mal en hauteur sur un balcon. Pour ceux qui connaissent un peu LoRa, ou qui ont vu des confs que j'ai pu faire sur ce sujet-là, souvent on associe LoRa avec LoRaWAN. Donc LoRaWAN, c'est du protocole, et c'est une façon de communiquer sur LoRa. Si je fais un parallèle, je vous ai dit LoRa, c'est un petit peu comme Wi-Fi, et bien LoRaWAN, c'est un peu comme TCP/IP. Voilà. C'est-à-dire que c'est la couche supplémentaire qu'on met au-dessus du moyen de communiquer pour arriver à créer un réseau. Voilà. Ça, c'est l'idée de LoRaWAN. Alors, dans le cadre de Meshtastic, dont on va parler ce soir, eh bien, on ne va pas avoir cette couche-là, réseau. En fait, Meshtastic va venir remplacer la couche, et donc on va venir utiliser directement LoRa pour aller créer notre protocole. Pour comprendre la différence entre un mesh et une architecture classique, ça c'est du LoRaWAN. Dans le monde de LoRaWAN, on a des objets, puisque le but de LoRaWAN c'est de faire de l'IoT, je n'ai pas précisé. On a des gateways, c'est-à-dire des antennes qui vont recevoir des messages, et on a une infrastructure réseau. Donc les gateways plus le LoRa Network Server, c'est ce qu'on appelle une infrastructure réseau. Donc, on a planté des antennes sur des toits, sur des points hauts. On a relié ces antennes en utilisant de la 4G ou autre fibre pour relier ça sur un serveur. Et le serveur va faire la passerelle entre ce monde-là qui est un monde des objets connectés qui ne parle pas TCP/IP et ce monde-là qui est celui des serveurs qui, eux, parlent TCP/IP. Donc ça, c'est un monde avec de l'infrastructure. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis des antennes sur des points hauts, sur des toits, et il y a des gens qui font tourner des serveurs qui sont quelque part dans des data centers. L'idée d'un mesh, c'est d'arriver à créer un réseau, mais sans infrastructure. C'est-à-dire que mes objets sont à la fois des émetteurs, à la fois des récepteurs, et à la fois des nœuds du réseau, pour faire transiter l'information. Donc l'idée, c'est de dire que là, par exemple, on a un objet qui a envie d'envoyer un message à l'objet qui est ici. Malheureusement, entre les deux ici, il y a une grosse montagne. Il faut trouver un chemin. Donc ce chemin, on va le trouver en faisant des hops, des sauts. Donc notre message va partir, il va être écouté par un objet ici qui va se dire « Ah, bah tiens, j'ai un message, pardon, je vais le réémettre. » Et ce message va être reçu par celui-là qui dit « Ah, bah tiens, un message, je vais le réémettre. » qui va être envoyé à celui-là et envoyé à celui-là. Et donc lui va recevoir le message potentiellement 2 fois. Une fois de lui directement et puis une fois de lui qui l'aura répété. Voilà. Et comme ça, on va arriver à se déplacer et à emmener de l'information un peu partout. Alors, à quoi ça peut nous servir d'avoir ce genre de réseau et de l'avoir sur des grandes distances, puisque c'est l'intérêt de LoRa qui va nous permettre de couvrir des zones qui sont relativement grandes. Potentiellement, on va pouvoir aller chercher la couverture de choses qui se déplacent.
Et puis, on va aussi pouvoir déployer ces réseaux mesh dans des endroits où on n'est pas en capacité à mettre de l'infrastructure. Alors, il y a un domaine dans lequel tout ça se prête plutôt bien, on verra un exemple tout à l'heure, c'est le domaine militaire. C'est typiquement sur le champ de bataille, un truc où on a beaucoup d'espace à couvrir, où c'est pas super cool de mettre de l'infra parce que rapidement il y a des gens qui tirent dessus, et où en plus ça n'arrête pas de bouger. Donc c'est un très bon exemple d'utilisation. Mais si on va un peu moins dans le domaine militaire, il y a par exemple toute la vie sauvage, si vous voulez suivre des troupeaux qui sont dans des forêts, dans des zones qui sont particulièrement grandes et que vous ne pouvez pas spécialement amener de l'électricité, amener du télécom et installer des poteaux au milieu de la jungle, et ben dans ce cas-là, vous pouvez équiper les animaux eux-mêmes de balises et ils vont se relayer les uns avec les autres pour qu'on récupère de l'information. Vous n'aurez plus qu'à en périphérie mettre des collecteurs. Le monde de l'agriculture peut être intéressant parce qu'il est globalement vaste aussi. Et puis il y a des endroits où c'est très dur de mettre de l'infrastructure, comme par exemple les océans. Et on peut imaginer que les bateaux communiquent de proche en proche, par exemple. Alors si je reprends le domaine militaire pour faire une illustration, imaginez, on a des zones, c'est la guerre. Il y a des endroits, il y a l'équipe A qui est positionnée. Il y a des endroits, c'est l'équipe B qui est positionnée. Et puis au milieu, ça n'arrête pas de bouger entre les deux. Et là, on aimerait bien mettre un réseau pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir échanger de l'information, sauf que dès qu'on commence à mettre des gateways ou ce genre de choses, bah, elles se font bombarder, détruire par des drones, et par conséquent, on est un peu coincé. Donc le plus simple, c'est de se dire de l'infrastructure, on va en mettre, mais on va en mettre loin, par exemple à 100 km du front. Comme ça, on pourra capter de l'information et la remonter à l'arrière, là où on a les centres d'opération. Et puis, en fait, au milieu, on va pouvoir utiliser les militaires pour être des nœuds qui propagent l'information. Et donc, en fait, ce qui se passe en première ligne va être relayé vers la deuxième ligne, puis vers la troisième ligne, puis vers l'infrastructure qui est derrière. Et si les troupes bougent, en fait, le réseau bouge automatiquement avec les troupes. Donc, c'est des cas d'application assez intéressants. Alors, sur un réseau mesh, il faut un protocole de communication. Donc là, on rentre un peu dans Meshtastic, et c'est la façon dont fonctionne Meshtastic. Chaque protocole mesh, en fait, enfin, chaque technologie mesh va avoir un protocole qui lui est propre pour faire le routage. Meshtastic, c'est un truc qui a été à la base, je n'ai pas précisé, mais à la base, c'est un truc un peu de survivaliste. C'est des gens qui se sont dit, demain, la technologie va tout détruire, la Terre va être anéantie, et par conséquent, il n'y aura plus de réseau de télécom, et donc il nous faut une solution pour pouvoir communiquer. Voilà. Alors c'est pas mal des gens qui sont dans des écosystèmes radioamateurs, ainsi de suite, qui déjà ont l'habitude de communiquer et qui se disent qu'il faut qu'on rende ça accessible à plus de monde. Et donc est né un petit peu Meshtastic là-dessus. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est des gens qui sont pas non plus des techs de l'espace, qui n'ont pas fait des thèses sur le sujet, et que je pense que c'est un des protocoles les plus pourris que j'ai vus sur le sujet. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez simple, du coup il est assez simple à comprendre. Donc le principe, il y a quelques idées qui sont intéressantes dedans par ailleurs. Donc le principe, c'est, on imagine, on a un device qui s'appelle AF90, alors ils ont des petits noms comme ça, qui s'appelle AF90, il a besoin d'envoyer un message à BC30. Alors BC30, il est quelque part, mais on ne sait pas où il est en fait. Hein. J'ai un copain, il s'appelle BC30, et je vais lui envoyer un message. Donc je vais envoyer un message, et je vais l'envoyer avec un paramètre qui est le nombre de sauts que j'autorise. Et je vais autoriser, mettons, 2 sauts, on peut aller jusqu'à 7. Donc comme je vous ai dit, la distance qu'on peut parcourir, c'est potentiellement entre 20 et 80 km selon les antennes et les conditions dans lesquelles on est. Donc si vous faites 7 sauts, ça veut dire quand même que vous pouvez faire une communication à plusieurs centaines de kilomètres juste en radio. Donc il va envoyer un message, il envoie son message, et il y a 2 clients qui le reçoivent, le AB5 et le AC12, qui vont recevoir ce message-là. Donc le but, c'est qu'ils relaient ce message-là, mais ils ne vont pas le faire n'importe comment, c'est-à-dire que comme AC12 l'a reçu avec un signal qui était un peu plus faible, ça sous-entend que potentiellement il est un peu plus loin. Donc il va être favorisé par rapport à AB5. Et donc c'est lui qui en premier va réémettre le message. Du coup, le message va être entendu par AB5, il va être entendu par F90. Donc F90 va se dire super, mon message, quelqu'un l'a reçu, il est en train d'avancer. Et AB5 va se dire ah bah il y en a un qui l'a reçu avant moi et qui l'a répété, c'est pas la peine que je le renvoie. En soi, c'est idiot, parce que peut-être que lui a une couverture toute pourrie, alors que lui est beaucoup mieux placé. Mais c'est comme ça que fonctionne l'algorithme, pour éviter qu'on ait trop de messages envoyés. Donc AC12, quand il l'a renvoyé, il a changé le numéro de hop, il l'a décrémenté, donc on a hop égale 1, et il l'envoie donc en même temps à 2 autres clients qui sont un peu plus loin, qui le reçoivent. Et on a un client AC18 qui est assez loin, et un routeur ABC6 qui le reçoit. Ça, c'est un rôle particulier. Dans ce réseau-là, les objets peuvent avoir des rôles différents. Donc l'objet classique, il a un rôle client, et là le routeur, lui, c'est juste une configuration qui dit moi je suis un routeur, c'est-à-dire qu'en gros je suis sur une montagne avec une belle antenne et j'aurai une portée qui est meilleure que les autres. Donc je vais être prioritaire. Et donc ce qui va se passer,
c'est que entre AC18 et ABC6, c'est ABC6 qui va réémettre le message. Donc il réémet le message, il est reçu par lui, par lui, par lui et par lui. Il a mis le hop est égal à 0. Et coup de chance, BC30 qui est là reçoit le message. Donc notre message est bien arrivé. Alors il se trouve que 4242 a aussi reçu le message, mais sauf que comme hop est égal à 0, 4242 ne va pas le propager une nouvelle fois. Donc on va s'arrêter là, et coup de chance, notre message est arrivé à destination. Bon, voilà le principe de Meshtastic. L'algorithme n'est pas trop compliqué à écrire en soi. Pour utiliser Meshtastic, on va utiliser les devices. J'en ai amené quelques-uns ici. C'est ce qui fait la force de cette solution-là, c'est que ça tourne sur plein de devices qui valent 20 balles. C'est des petits dev kits basés sur des ESP32. Donc il y en a de chez Eltech comme ça avec des petites boîtes. Il y a des TTGO comme ça sans petite boîte. Et puis il y a des TTGO comme ça avec GPS à l'intérieur pour faire du mapping, avec boîte à la maison, faite à la maison, pas terrible. Donc c'est plutôt assez ouvert, ce qui fait qu'au final, c'est du matériel qui coûte à peu près 20 $ pour arriver sur le réseau et pour s'amuser. Ce qui fait qu'au final, on a une communauté avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde qui sont reliés là-dessus. L'autre truc qui a été sympa, c'est que l'installation, elle est hyper simple. En fait, quand vous prenez un device comme ça, que vous avez acheté sur Amazon à 20 balles, vous allez sur une page web où vous choisissez le device que vous voulez, vous choisissez la version que vous voulez, en général la dernière, sachant que les stables sont des bêtas et que les autres sont des alphas. Et ensuite, vous cliquez sur Flash et ça télécharge le système sur le device. Après, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est lancer votre application mobile. Et sur l'application mobile, en fait, vous allez tout configurer. C'est-à-dire que le device, en fait, c'est vraiment juste une passerelle entre le monde du mobile et le réseau Meshtastic. Vous vous en occupez pas plus que ça. Donc après, ça se passe sur le mobile avec la configuration des différents paramètres. Là, je vous avoue qu'il y a des trucs qui sont des fois un peu abscons, mais c'est quand même assez facile. Alors le protocole, on va le regarder en détail, mais j'ai besoin de 15 non, on va repasser sur le protocole. Pour ceux qui sont intéressés sur le protocole plus en détail, j'en ai fait une analyse plus détaillée dans un blog post. Donc vous pourrez le comprendre et entre autres voir en quoi il n'est pas top, surtout d'un point de vue sécurité. Et pourquoi les mecs n'avaient jamais dû faire de LP1 quand ils ont écrit ce protocole. Ce qu'ils ont ajouté, qui est un peu bizarre en soi, mais malgré tout pratique, c'est une couche de service qui fait partie du protocole. Quand je dis que c'est un peu bizarre, c'est qu'on mélange un peu du niveau 3 et du niveau 7, un peu dans la couche OSI, dans la même solution. Mais du coup, ça permet de faire des choses qui sont un peu prédéfinies. Et le premier usage qu'il y a, c'est du chat. Donc en gros, c'est un système qui va permettre de faire du SMS. Donc on va avoir des canaux qui sont plus ou moins chiffrés, sur lesquels on va pouvoir envoyer des messages et qui vont être diffusés à tous les gens qui ont paramétré ce canal-là sur leur téléphone. Et du coup, on va pouvoir créer un système de communication type IRC, mais qui n'utilise ni Internet, ni les réseaux télécoms. C'est-à-dire qu'on est sur une communauté d'un réseau fermé qui peut globalement recouvrir l'ensemble de la planète si le réseau était suffisamment dense. Bon, c'est censé être chiffré. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je dis bien censé parce que je ne suis pas convaincu de tout. Du coup, au niveau des services, on a des services de chatting, ce que j'ai dit, on a des services qui permettent de faire du tracking, donc ça va permettre de faire de la couverture dessus des choses. On a des services de télémétrie, ça c'est si on veut mettre des objets connectés qui remontent des informations issues de capteurs. Et puis on peut administrer à distance des nœuds, ça c'est intéressant quand on a mis un nœud en haut d'un mât sur une montagne. L'intérêt du système, c'est qu'un tout petit panneau solaire, on peut mettre ça en haut d'un arbre et ça peut marcher pratiquement indéfiniment et agrandir le réseau de cette façon-là. Je vous ai dit que c'était un réseau qui était complètement déconnecté, sauf que si on a envie de couvrir la Terre entière, à un moment, ça va être compliqué d'avoir suffisamment de densité d'objets pour que ça fonctionne. Donc, on a des passerelles qu'on peut mettre en place, et donc on a des clients qui peuvent être reliés par du MQTT et qui, comme ça, permet de faire le lien entre tous les éléments qui ne sont pas couverts. Et on revient dans le cas d'usage dont j'ai parlé, qui était l'exemple du cas d'usage militaire, où l'objectif, quand même, c'est pas forcément de faire un réseau qui soit complètement out of band, c'est aussi des fois de simplement rejoindre une infrastructure éloignée. Le cas d'usage auquel les gars ont surtout pensé, c'est par exemple un tremblement de terre. Toute l'infrastructure sur une zone est complètement détruite. Vous avez besoin de communiquer sur cette zone, vous utilisez ce réseau-là, mais en bordure de cette zone, on a des capacités réseau et on peut faire le lien et ainsi remonter les informations. Alors le réseau, on voit ici à peu près un certain nombre de points actifs. C'est difficile de savoir vraiment combien de personnes sont sur ce réseau, parce qu'en fait, il faut être, pour qu'on soit visible ici, il faut qu'on soit relié à MQTT, et c'est au travers d'un MQTT qu'on va visualiser la position des nœuds. Or, le but, c'est plutôt de faire des réseaux non connectés, donc on n'a pas cette information-là. Ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est des données qui déjà sont d'août dernier,
Dans ce qui était connecté, on avait 10 000 nœuds qui étaient identifiés. Et ce qu'on sait, c'est que les vendeurs qui vendent du matériel dédié à Meshtastic, on en a vendu plus de 40 000. Et qu'il faut rajouter tout ce qui est du YY. Moi, tout cela ne font pas partie des 40 000, c'est du matériel que j'avais déjà. Donc on a sans doute beaucoup plus de monde. C'est sympa à tester, ça utilise une bande de fréquence qui est un peu saturée, ça pourra poser des problèmes à la suite si ça marche trop bien. Ça consomme un peu d'énergie, donc il ne faut pas le faire fonctionner uniquement sur batterie, ou en tout cas l'autonomie, elle sera limitée à quelques jours. Et puis il faut bien avoir en tête que ce n'est pas scalable en fait comme système, et ce n'est pas non plus industriel. Dernier point, en France, il y a le réseau Golix qui est Meshtastic, mais avec un serveur MQTT spécifique et des channels spécifiques. Donc il y a une communauté qui se crée, et donc entre Français, on peut échanger sur ce réseau-là de façon assez simple. Et j'ai fini, et du coup, il n'y a pas de temps pour les Q&A, c'est ça.